L'éternel bricolage, bilan de la continuité pédagogique dans l'outre-mer. Donc Pierre, je vous laisse la parole. Pierre-Olivier. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à tout le monde. D'abord, je voulais quand même remercier le CREF de me permettre de présenter ces travaux de recherche aujourd'hui. Et puis, merci aussi à Priscilla Ramsamy, ma collègue qui m'a introduit. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déplacées pour m'écouter. Et, voilà, je vais présenter ces travaux et puis ensuite, je serai disponible pour des questions. Donc, mon intervention, c'est un bilan d'étape en fait, d'un petit projet de recherche sur l'enseignement et la formation dans les territoires ultramarins en temps de Covid-19. Donc, il s'agira, dans la première partie de ma présentation, de présenter les recherches qui ont déjà été effectuées à l'aide de divers collègues et puis de m'arrêter sur une recherche en particulier. Alors, le premier slide, j'ai simplement mis pour, si Priscilla peut partager mon PowerPoint à la fin, vous avez le lien en fait, qui va décrire le projet dont je vais parler aujourd'hui. Alors, la crise planétaire qui a accompagné la pandémie de Covid-19 dans la première moitié de l'année 2020, elle a démontré la fragilité des systèmes globaux de gouvernance, notamment pour la mise en œuvre d'un plan global de gestion de l'urgence. Donc, en dépit des recommandations développées par les organismes intergouvernementaux, les priorités nationales, et spécifiquement dans le domaine éducatif, ont prévalu sur une définition coordonnée d'instruments régionaux et internationaux d'action. Alors, une mesure mondiale a consisté, comme vous le savez, en la fermeture des établissements scolaires et des établissements universitaires et a imposé en fait la mise en œuvre de dispositifs d'enseignement, d'évaluation à distance dans des temporalités très courtes, ce qui a engendré des inquiétudes quant à leur efficacité. À partir de ce moment-là, on s'est mis à parler de continuité pédagogique. Alors, dans un tel contexte, ce qu'on peut dire, c'est que la France, en fait, c'est un cas particulièrement représentatif en matière de gouvernance éducative. Tout d'abord, c'est un pays qui bénéficie d'une économie solide, d'un système de santé à couverture universelle, d'une infrastructure numérique qui est quand même assez importante. On a aussi des résultats dans le domaine éducatif, même s'ils sont loin d'être excellents, sont supérieurs aux moyennes internationales. Cependant, sa structure administrative, avec une partie entre guillemets métropolitaine, ce qu'on nomme la France hexagonale, et des territoires ultramarins qui, eux, sont situés sur d'autres continents, cache en définitive une complexité qui représente aussi un obstacle dans la mise en œuvre de politiques publiques réellement adaptées aux spécificités locales. Alors, le déclenchement du plan national de réponse à la Covid-19 s'accompagnait de la mise en œuvre, comme je disais, d'un dispositif national de continuité pédagogique, confirmant finalement ce caractère centralisé du système éducatif français. Alors, la mise en place de la continuité pédagogique, elle a reposé sur ce qu'on appelle les TIS, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, dont le pilotage en fait, a été délégué aux représentants territoriaux du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il y a eu différents axes qui ont été menés. Tout d'abord, la fermeture des établissements scolaires, le télétravail du personnel scolaire, et puis finalement la virtualisation de la formation, des relations avec les familles, mais aussi des relations avec les collègues. Alors, en effet, dès le début du confinement, en mars 2020, plusieurs observateurs en fait, ont mis en évidence les limites inhérentes à ce type de dispositif qui pouvait générer, on pourrait même dire renforcer, des traitements inégalitaires entre les apprenants, puisqu'au final, ils présupposent que les acteurs et puis les usagers du système éducatif en fait, disposent à la base des ressources nécessaires pour y participer. Donc en effet, depuis plusieurs années, des enquêtes ont confirmé que bien qu'une majorité de la population, là je me base sur la population française, dispose de ressources numériques de base, il existe aussi une partie importante qui n'en dispose pas, et notamment dans les territoires d'outre-mer, affectant finalement en partie les performances scolaires et voire l'employabilité de la jeunesse locale selon certaines sources. Donc c'est donc dans ce contexte général qu'est né un projet de recherche, comme je le disais dans l'introduction, et les études dont je vais vous parler en fait représentent chacune un des volets en fait de ce petit projet de recherche nommé formation et enseignement en temps de Covid-19 dans les Outre-mer. Donc c'est un projet piloté par l'Observatoire caribéen du climat scolaire et qui est une équipe interne, on pourrait dire, à l'intérieur du CREF.
Alors, le projet FECOM a fait l'objet aussi d'un financement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le but était de financer des stages étudiants, des déplacements pour des conférences ou des colloques, produire un livre en fin de programme à partir des recherches qui ont été menées, et puis aussi l'achat de divers petits matériels. Alors, plusieurs collègues ont participé, j'en profite pour les remercier. Vous voyez leur nom sur le slide, voilà, je les remercie sincèrement. Donc, ils ont participé ou vont participer à l'analyse des données, qui ont été recueillies, dont je vais vous en dire quelques mots plus tard. Il y a aussi 2 stagiaires qui ont été embauchés dans le cadre de ce programme. Et voilà, ils sont là en cours. Donc, le projet, en fait, part d'une hypothèse que les étudiants, les élèves, en fait, il y a un micro, je pense, qui est activé. Je sais pas, j'ai un écho assez fort. Je sais pas si c'est que moi. Alors, je pense cela part d'une hypothèse, en fait, que les étudiants, les élèves et les personnels éducatifs des territoires ultramarins, du fait de leur éloignement, notamment géographique, mais peut-être pas seulement, connaissent finalement des singularités quant à la réalisation de la continuité pédagogique. Donc pour cela, j'ai fait passer pendant la première période de confinement des questionnaires en ligne auprès de ces différents publics pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait en termes de continuité pédagogique et éventuellement des difficultés, etc., que les étudiants, élèves ou personnels pouvaient rencontrer. Alors, au vu du calendrier qui a été imposé par le gouvernement, c'est-à-dire un arrêté qui a amené très rapidement à la fermeture des établissements scolaires, l'organisation finalement de la continuité pédagogique, elle s'est réalisée quand les établissements avaient déjà fermé leurs portes. Donc, le travail d'ingénierie pédagogique, il s'est basé notamment sur des plateformes comme les espaces numériques de travail, sans que des dispositifs plus complexes ou des dispositifs ad hoc aient pu être déployés. Donc, avant de m'arrêter sur une enquête en particulier, je voulais quand même, comme je disais en introduction, rapidement signaler les études, dont certaines ont fait l'objet de publications déjà, que notre petite équipe que j'ai présentée là a réalisé depuis le premier confinement. Alors, grâce à un questionnaire composé de 24 questions, plus la possibilité de laisser des commentaires, la première étude était une étude comparée, spécifiquement sur le public des fonctionnaires stagiaires, des INSPE de Martinique et de Guadeloupe, et des SP de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, avec des taux de participation assez forts, 50%. Donc, je fais une petite parenthèse pour dire aussi que les taux de réponse, c'est très bien pour nos analyses, que les taux de réponse ont été très importants et je pense que ça souligne aussi une demande sociale à cette époque, un phénomène nouveau, un confinement, un enseignement en ligne qui se met en place à la hâte et finalement des usagers qui ont envie de s'exprimer sur cette question. D'où je pense aussi les taux de réponse assez importants. Donc l'idée était de mesurer dans cette enquête et puis de décrire certains éléments du vécu des usagers en fait pour établir un tableau, disons, d'ensemble de la réponse humaine face à la crise dans un contexte ultramarin. Alors, le principal résultat a été de montrer le contraste en fait entre d'un côté les injonctions ministérielles à la continuité pédagogique et de l'autre côté la satisfaction des usagers qui, elle, était laissée plutôt à déplorer. Alors, la deuxième enquête, elle s'est basée sur les étudiants de l'INSPE de la Martinique, donc avec une méthodologie similaire. On a recueilli 229 réponses, donc ce qui faisait aussi 42% de la population mère. Et globalement, le constat est similaire. Les résultats montrent que les stratégies d'enseignement à distance, en fait, qui ont été définies par les pouvoirs publics, elles étaient très improvisées, peu inclusives, et finalement avaient beaucoup de difficultés à résoudre les problèmes liés au manque de ressources techniques et économiques, en fait, dont souffre une partie des usagers. Alors, cette situation a engendré une surcharge de responsabilité également et un niveau élevé d'insatisfaction et même de stress chez les usagers. Donc, non seulement on a la continuité pédagogique qui donne des résultats escomptés assez mauvais, mais on a également une fracture sociale qui semble s'accentuer en fait et en séparant les classes sociales les plus privilégiées des autres. Comme l'ont observé aussi divers auteurs, la formation à distance n'a un impact positif que pour les étudiants qui possèdent déjà certaines compétences qui généralement sont socialement construites, telles que la motivation, la persévérance et la capacité à intégrer un retour d'information pour améliorer leur performance.
Alors, un troisième questionnaire, donc un troisième volet, a permis de regarder de l'autre côté du miroir, en fait, en s'intéressant aux enseignants, avec un questionnaire un peu plus long, cette fois, 42 questions, 855 répondants, des enseignants du primaire, du secondaire, mais aussi des CPE. Et le questionnaire visait, grosso modo, 5 domaines d'analyse. La possession de matériel informatique, les compétences et l'accès aux ressources numériques, l'organisation de la vie domestique, l'organisation du travail, et au final, le bien-être et le stress. Donc, mais même en inversant la focale, finalement, pour regarder du côté des enseignants, on tombe sur des résultats assez similaires, qui mettent en avant une fracture numérique. Les enseignants ont clairement perçu toutes les limites de l'éducation à distance et ils ont dressé un bilan plutôt, qu'on pourrait qualifier de plutôt négatif, de la continuité pédagogique. Toutefois, nous concluons ce volet, en fait, en disant qu'il est sûrement nécessaire, finalement, pour aller plus loin, pour se projeter, nécessaire d'investir dans les infrastructures éducatives de la France d'outre-mer, mais aussi, en parallèle, il serait envisageable qu'une meilleure formation initiale, une meilleure formation continue dans le domaine des compétences numériques ou de la didactique en ligne soit proposée aux enseignants en formation continue ou en formation initiale aux futurs enseignants, aux INSPE qui se destinent à ces territoires. Alors, le cas de la Martinique, là, qui était pris pour exemple, nous montre en effet toutes les limites d'une politique éducative du tout à distance. Et c'est justement pour réduire cette distance qu'on remarque dans les réponses aux questionnaires, finalement, que les enseignants ont bricolé, on va dire, leur continuité pédagogique en ne suivant pas nécessairement les consignes en provenance des instances supérieures ou en en n'utilisant pas les outils forcément de l'institution. Alors, petite conclusion sur ces trois premiers volets avant de passer à la suite. On pourrait dire déjà que ces divers constats nous invitent à réfléchir autour des fragilités de certains contextes, qu'on pourrait appeler marginalisés ou au moins périphériques, comme c'est le cas des territoires d'outre-mer, qui finalement souffrent encore aujourd'hui des effets de leur éloignement géographique, idéologique, par rapport finalement à ces grands centres de décision qui sont chargés de définir les politiques publiques et qui, eux, se situent la plupart du temps, entre guillemets, dans la métropole. Alors, le contraste se matérialise dans une organisation finalement centraliste qui provoque des solutions inadaptées aux spécificités locales, voire engendre une surcharge de travail ou même un stress. Alors, l'expérience semble donc confirmer que pour conclure cette petite sous-conclusion, en prenant les propos de Richard Clark, en fait, en matière d'enseignement et d'apprentissage, il nous dit que la pédagogie, finalement, reste toujours plus importante que la technologie. Alors désormais, je vais aller plus en profondeur, parce que là, je vous ai brossé un tableau très rapide. Je n'ai pas dit grand-chose, finalement. Je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur en traitant une enquête en particulier qui a été réalisée sur les étudiants de l'Université des Antilles, voilà, donc hors INSPE. Alors, deux collègues m'ont épaulé dans l'analyse de ces données. Je les salue aujourd'hui. Il s'agit de Priscilla Ramsamy et Maurizio Ali. Et donc, ce volet du projet FECOM, finalement, se consacre justement à présenter comme un cas d'étude qui veut contribuer toujours à la réflexion globale sur l'enseignement en temps de Covid en décrivant assez spécifiquement ou d'une manière assez singulière, j'espère, les conditions de vie, d'études et de travail des étudiants des deux pôles, Martinique et Guadeloupe, de notre université, pendant la première période de confinement qui se déroule du 16 mars au 11 mai 2020. Alors, l'Université des Antilles, juste pour en dire un mot, il y a un peu plus de 12 000 étudiants, un peu moins de 500 enseignants et enseignants-chercheurs. Et voilà, c'est une université répartie sur 7 campus avec un budget de 90 millions d'euros. Alors, quelques mots sur la méthodologie et la population. Dans ce contexte de crise, on a essayé d'explorer le vécu de ces étudiants antillais, comprendre mieux leurs conditions de confinement, puis les stratégies aussi d'adaptation qu'ils ont pu mettre en œuvre pour faire face à la situation. Alors, au travers d'une enquête en ligne qui comportait 22 questions, on a interrogé plusieurs aspects de la vie étudiante et plus précisément la disponibilité du matériel informatique et l'accès à Internet, l'aménagement de l'espace privatif, la configuration du ménage, l'activité salariée pendant les études, le lien pédagogique aussi qui était au centre de nos interrogations, et puis le bien-être et le sentiment d'insécurité.
Alors, pourquoi le bien-être et le sentiment d'insécurité? C'est relié au stress, hein. On considère désormais que le stress est un obstacle en fait, à la réalisation d'une activité professionnelle, a fortiori d'une activité d'études. Et donc, cette variable a été examinée séparément. Alors, l'enquête s'est réalisée en avril. Elle a recueilli un peu moins de 1700 questionnaires, ce qui finalement fait un taux de réponse d'environ 14% de notre population mère. Alors, quelques mots juste sur la répartition par sexe et la répartition par niveau d'études de notre échantillon. On a beaucoup plus de femmes qui ont répondu. Elles représentent 73% pratiquement. On a aussi 26% d'hommes et puis une petite poignée de personnes qui se déclarent non binaires. Alors, le niveau d'études des étudiants, ils représentent à peu près la structure de la population mère, avec une grosse partie des effectifs qui se situent sur les premières, deuxième et troisième années, sur les licences, et puis des effectifs, comme vous le voyez dans le tableau 3, qui diminuent au fur et à mesure du temps pour arriver à un peu moins de 2% de doctorants. On a aussi 87% des étudiants interrogés qui se déclarent inactifs au moment de l'enquête, donc 87,5%, ce qui est un chiffre plus faible que les moyennes nationales. Du coup, on a seulement 12,5% d'étudiants inscrits à l'Université des Antilles, hors INSPE, qui travaillent, 12,5%, alors qu'on est plutôt autour de 23% au niveau national. Après avoir présenté la population, je vais venir à quelques résultats qui permettront peut-être de lancer des discussions. Alors, les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête ont été systématisés, vous allez le voir après, autour de 3 axes majeurs. Le premier sont les variables inhérentes aux conditions objectives de vie et de travail. Donc, à l'intérieur de ça, on trouve l'équipement numérique, donc en gros, tout l'équipement intérieur, la surface de travail, mais aussi comment est composé le ménage, et puis est-ce que la personne travaille ou non, donc l'activité salariée. Le deuxième gros axe rassemble en fait la manière dont la continuité pédagogique a été vécue. Et puis le troisième axe représente la charge mentale des étudiants, donc à savoir le bien-être, quand même étudié dans une période assez particulière, qui est période pandémique, de confinement, qui va finalement modifier à la fois les rapports sociaux et aussi les rapports au savoir. Alors, si on prend l'idée, c'était ça, de se dire, si on prend la possession d'un équipement informatique comme une condition préalable au suivi d'une activité en ligne, il faut interroger notre échantillon à ce sujet. Donc, les étudiants déclarent disposer d'un ordinateur dans 84% des cas, ce qui est quand même, en comparaison à une autre enquête qu'on a fait en Martinique sur les enseignants, qui, eux, déclarent des taux proches de 100%. Donc, les étudiants, assez logiquement, peut-être, on pourrait se dire, sont moins bien équipés, mais sont aussi moins bien équipés par rapport à la moyenne nationale qui s'approche des 93-96%, ça dépend des chiffres. Donc, on a quand même des étudiants qui sont un peu moins bien équipés en ordinateur, pour prendre juste cet objet. Donc, bien que les étudiants en fait, qui disposaient d'un outil numérique, ils représentent une minorité, finalement, ils sont que 8%, comme on le voit sur le tableau, 7,9%. Au niveau de l'université, ça fait quand même pratiquement 1000 personnes, 965 personnes qui ont souffert, on pourrait dire plus que d'autres, des effets de l'isolement imposé par la fermeture de l'UA. Donc, quand je dis souffrir, c'est parce qu'en fait, on peut mentionner la souffrance, car nos analyses, elles montrent qu'il y a l'existence en fait, d'une corrélation statistique entre le taux d'équipement et le niveau d'anxiété d'anticipation, on pourrait dire, des étudiants interrogés. Donc, le niveau d'anxiété d'anticipation, on pourrait le définir comme un stress qui est engendré par l'appréhension qu'on peut ressentir pour l'avenir. Donc, dans le cadre des étudiants, c'est des appréhensions liées aux examens ou à l'obtention, par exemple, d'un diplôme. Donc, on voit que le manque d'équipement, finalement, est corrélé à une souffrance réelle. Alors, la seconde condition préalable afin de participer à la continuité pédagogique étant celle de pouvoir se connecter à Internet, bien sûr. On a constaté que seuls 2,2% des étudiants interrogés n'y avaient pas accès. Mais à partir de ce premier chiffre plutôt rassurant, on voit aussi que la majorité des répondants, donc 55%, révélaient ne pas disposer d'une connexion adaptée. C'est-à-dire 55% utilisent le partage des données avec le téléphone. Donc, même si la connexion peut être stable, elle est aussi limitée dans le temps par rapport au forfait. Mais aussi les étudiants qui ont simplement une connexion Internet intermittente et donc des difficultés à ce niveau.
Donc quand même un étudiant sur deux, un chiffre quand même intéressant hein, à retenir. Donc parmi eux, seuls 2 tiers des étudiants déclaraient disposer d'un ordinateur personnel et presque un quart est obligé de le partager aussi avec d'autres membres du ménage. On remarque ça aussi chez les étudiants qui peuvent avoir un ordinateur, mais en période de confinement, finalement, avec l'école à la maison pour tout le monde, on a du matériel qui finalement se partage. Donc, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que les 2 types d'investissement, donc l'Internet et l'informatique, étaient généralement reliés entre eux. En fait, ceux qui pouvaient investir dans l'équipement informatique, ils pouvaient aussi investir dans une connexion de qualité. Alors, tout comme la qualité en fait, des outils à disposition, elle influait sur le stress, comme on l'a vu juste avant. La qualité aussi de l'accès au réseau de communication global, hein, donc à Internet, avait le même effet et provoquait aussi une souffrance, un stress. Alors, dès lors, hein, si on prend la possession d'un ordinateur ajoutée à la possession d'une connexion Internet de qualité, comme des conditions, on va dire, techniques préalables à la continuité pédagogique, on voit qu'une partie des étudiants, en fait, ne, ne peut pas répondre à cette continuité pédagogique. En tout cas, le pari est loin d'être gagné pour les étudiants de l'Université des Antilles dans leur ensemble. Alors, comme l'ont montré déjà d'autres travaux hein, publiés à la fin de la première période de confinement, on a remarqué que la configuration de l'habitat des Français en fait, a été fortement impactée hein, par les contraintes imposées par le confinement, notamment en fait, un besoin de faire coexister dans un même espace plusieurs domaines d'activité. Hein, la vie familiale, la vie étudiante, la vie professionnelle, sociale, domestique, etc. Alors les données dont nous disposons, elles montrent hein, que l'espace physique disponible et le type de surface consacrée aux études ont eu un impact sur l'efficacité de la continuité pédagogique. C'est pour ça qu'on a interrogé les étudiants à ce sujet. Donc tout d'abord, on voit qu'un tiers des étudiants ne parvient pas à s'isoler dans son logement. Parmi ces étudiants, en fait, plus de la moitié finalement pallie l'absence d'un bureau en transformant un espace de travail qui était ordinairement destiné à un autre usage. Donc, ils utilisent par exemple la table de cuisine ou la table à repasser. Donc, on peut s'interroger sur ces conditions hein, d'équipement pour répondre à une continuité pédagogique. Et en revanche, pour ceux qui pouvaient s'isoler, finalement, la grande majorité possédait un bureau personnel et le partageait dans seulement 3% des cas avec un autre membre du foyer. Donc, au regard de ces données, il semblerait que certaines conditions, en fait, d'un côté, on aurait des conditions plutôt particulièrement favorables, ou à l'opposé, des conditions très défavorables, en fait, ont tendance à se cumuler en créant 2 groupes hein, d'étudiants, disons. D'un côté, ceux qui disposent de tous les moyens pour accéder à la réussite, et puis ceux qui n'en disposent pas, ou très peu. Alors, la superposition des espaces de vie et d'études imposés par le confinement a aussi engendré une multiplication des tâches. On a des tâches domestiques, scolaires, universitaires, par exemple, hein, qui ont particulièrement touché les ménages, donc les étudiants, avec des personnes dépendantes. Donc, par personnes dépendantes, on entend par là des enfants, mais ça peut aussi être des adultes majeurs hein, qui souffrent de diverses maladies ou simplement qui habitent dans le même logement. Ça peut aussi être des personnes âgées, par exemple. Et donc, les données que nous avons recueillies montrent qu'aux Antilles, hein, un étudiant sur 10 est contraint à la prise en charge d'une personne dépendante pendant ses études universitaires. Dans presque la moitié des cas, il s'agit d'un enfant. Et disons, dans à peu près un tiers des cas, il s'agit d'une personne âgée et puis 30% d'autres types de personnes malades ou autres types de personnes. Donc, cette charge de travail, elle peut constituer, on peut le penser en tout cas, un frein puissant au suivi des études universitaires, et a fortiori quand elles se déroulent à la maison, au domicile, à distance. À l'Université des Antilles, pendant la première période de confinement, la quasi-totalité des enseignements, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, s'est déroulée via les plateformes espaces numériques de travail, via la technologie Moodle, mais aussi par l'envoi de mails. Alors, on a interrogé les étudiants à ce sujet et puis on remarque que seuls 58% en fait, des étudiants déclaraient se rendre sans difficulté sur le NT universitaire, donc sans savoir exactement pourquoi, problème de connexion, problème d'information, etc. Bon, voilà. Seulement 58% y accèdent sans aucune difficulté. Presque un tiers se disent dans des difficultés modérées, et puis 10% se disent en grande difficulté à la fois pour consulter soit le NT, soit la boîte mail. Donc cette situation, d'après nos analyses, hein, impacte non seulement la capacité de progresser dans ses études, effectivement,
mais aussi elle a tendance à accroître le niveau d'inquiétude des étudiants, comme le montrent les tests du Ki2 que nous avons réalisés. Alors, ces premiers résultats en fait, nous confirment le rapport qui relie en fait, le contexte de vie des étudiants et leur réussite. Certaines conditions, comme par exemple la disponibilité du capital culturel, comme le disait Bourdieu ou Passeron, facilitent inévitablement en fait, les inégalités. Alors, en France, les milieux socio-économiques influencent, on le sait, par nombre d'enquêtes, influencent la réussite de manière significative. Par exemple, les résultats du premier round de l'enquête multinationale PISA, donc les chiffres de 2019 en fait, ont mis en évidence la forte tendance au déterminisme social du système éducatif français. Alors, confirmant aussi cette tendance, d'autres enquêtes ont déjà montré que parmi les inscrits de l'enseignement supérieur, le taux d'échec est majeur chez les étudiants salariés. Donc, notre objectif, pour recentrer, n'étant pas celui de caractériser précisément les étudiants en fonction de leurs conditions socio-économiques, on s'est limité simplement à les interroger au regard de leur propre situation, avec un autopositionnement en fait, qui a permis de déterminer, alors, à partir de la perception des étudiants, le degré de dépendance entre les conditions socio-économiques de leur milieu et le degré de participation aux activités de continuité pédagogique. Alors, à l'Université des Antilles, les répondants, on va dire, se divisent en deux grands groupes distincts. On a une large moitié des étudiants qui se disent dans des conditions soit bonnes, soit très bonnes. Mais on doit souligner qu'une autre partie des étudiants, presque un quart, se déclarent dans de mauvaises ou de très mauvaises conditions sociales et économiques pour travailler. Donc, à partir de cet auto-positionnement, ça nous donne quand même une idée de la manière dont se perçoivent les étudiants entre leurs conditions sociales et économiques qu'ils jugent et leur degré de participation à la continuité pédagogique. Alors, les problèmes aussi auxquels on fait face une partie des étudiants interrogés ont contribué à entraver le suivi des cours à distance, qui a été aussi rendu complexe par les difficultés à maintenir une relation régulière avec ses enseignants et aussi par des inquiétudes liées à une nouvelle modalité d'évaluation, d'examen qui se mettait en place. Donc, pour mieux décrire cette dynamique, on a essayé de mesurer l'intensité du lien pédagogique que les enseignants ont réussi à maintenir à partir du ressenti des étudiants. Donc, en interrogeant les étudiants sur, de leur point de vue, quel lien pédagogique a perduré pendant la période de confinement. Donc, de leur point de vue, les informations que les étudiants ont reçues par les formateurs se sont révélées finalement très parcellaires. On a près de 40% de notre échantillon qui dit n'avoir reçu aucune information de la part de ses enseignants. Un étudiant sur deux disait que le contact restait très partiel. Et finalement, que c'est seulement 10% dit avoir reçu toutes les informations nécessaires en fait, pour participer à la formation depuis le domicile. Alors, un petit mot sur le stress, c'est un des derniers items. Tout d'abord, en introduisant avec quelques citations, parce que dans un article paru il y a une dizaine d'années sur l'information psychiatrique, le docteur Patrick Légeron, qui est un psychiatre, qui est un spécialiste aussi du stress en contexte professionnel, il constatait que, et je le cite, les importants changements survenus dans le monde du travail ces dernières décennies ont entraîné l'émergence de risques nouveaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Alors, la pandémie de Covid-19, elle a aussi entraîné du coup des transformations importantes dans le paradigme classique de l'organisation du travail. Et puis à son tour, elle a facilité, on peut dire, l'émergence de nouvelles formes de souffrance d'origine psychosociale en fait, chez les personnes confinées, comme ça peut être le cas des étudiants. En effet, et je cite Marat, qui nous dit bien que le stress soit considéré comme un moteur pour réussir ses études, il faut quand même le souligner, il est loin d'être un facteur favorisant la réussite de tous les étudiants. Il favorise puis limite l'apprentissage à partir d'un certain seuil, selon une courbe en U inversée. Donc ainsi, dans notre enquête par questionnaire, les 3 derniers items étaient consacrés aux inquiétudes que pouvaient ressentir les étudiants. Vous l'avez dans le tableau, lié du coup à la continuité pédagogique, on va dire lié au suivi des cours, qui est notre premier sous-thème, lié aux examens, mais aussi lié donc aux évaluations, aux examens, et puis lié
au virus, hein, à la peur de la contagion. Donc globalement, on voit que les niveaux de stress que j'ai souligné et mis en gras sont quand même assez importants chez chez la population d'étudiants interrogés. Alors les sources de stress sont aussi, il faut le signaler, sont en général multifactorielles parce qu'on voit que d'autres variables en fait peuvent contribuer à complexifier ce phénomène. Par exemple, on trouve une corrélation entre le stress et la charge de personnes dépendantes, notamment le fait d'avoir des enfants. Deuxièmement aussi, on a remarqué, ce serait quelque chose peut-être à creuser, mais que le stress ne touchait pas les genres de la même manière. Et en effet, les étudiantes souffraient d'un stress plus important, déclaraient un stress plus important que, que les étudiants. Alors en septembre 2020, peut-être pour revenir un peu en arrière, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, hein, Frédérique Vidal, qui d'ailleurs fait pas mal parler d'elle en ce moment, avait affiché un ton résolument optimiste hein, sur la situation des universités françaises, tant du point de vue sanitaire que pédagogique, et ce malgré, en face d'elle, des critiques et des inquiétudes croissantes des enseignants et des étudiants. Donc, a posteriori, on ne peut que confirmer hein, la justesse de ces inquiétudes en voyant que pendant cette période de confinement, en fait, hein, l'optimisme affiché par la ministre, finalement, constate avec les résultats qu'on a pu obtenir, qu'on a pu obtenir pendant notre enquête. Donc, en effet, on a bien découvert qu'une partie importante de la population étudiante de l'Université des Antilles ne dispose pas de ressources nécessaires pour suivre à profit hein, les activités de la continuité pédagogique. L'impossibilité aussi de s'isoler pour étudier, de se connecter à l'espace numérique de travail ou encore de suivre régulièrement ce qu'on a appelé du coup les vidéos leçons. Tout ceci a eu un impact non seulement sur les performances scolaires, on va dire universitaires, mais a aussi facilité hein, l'émergence, comme je le disais, de formes de stress qui ont aussi été constatées par d'autres auteurs par ailleurs. Alors pour les universitaires antillais, la continuité pédagogique n'a pas été une réussite, on pourrait le dire comme ça. Hein, loin de la rhétorique politique, finalement, la crise qui a été générée par la Covid-19 a aussi contribué à mettre à nu certaines défaillances, hein, pour aller un peu plus loin, certaines défaillances du système éducatif dans l'outre-mer français, mais aussi à rendre plus visibles certains obstacles structurels, et des obstacles, on pourrait dire aussi idéologiques, finalement, qui séparent les centres décisionnels nationaux des territoires les plus périphériques de la République. Donc il est peut-être temps aussi de changer de paradigme, d'innover et de développer des politiques publiques, on va dire, plus respectueuses des particularités, des singularités locales. Alors avant de redonner la parole, je voulais simplement ouvrir sur les perspectives de ces recherches pour dire que deux recherches sont en cours. Donc l'analyse des données est en cours sur deux populations, les enseignants de la Guadeloupe et puis les étudiants de l'INSPE de Guadeloupe. Donc j'espère vous proposer bientôt les résultats de ces enquêtes. Il y a aussi un livre, un ouvrage en préparation que je vais co-diriger avec Maurizio Ali. On a reçu 22 propositions qui sont en cours d'évaluation du coup pour cet ouvrage collectif. Et puis au-delà de ces enquêtes, hein, ce qu'elles nous apprennent en fait sur la période, disons, épidémique en particulier, l'idée est plus généralement, ce que je désire faire, quoi, plus globalement, de chercher à mieux connaître en fait le public étudiant, notamment ultramarin, au sujet de ses conditions d'études, de travail, de vie, disons. Et un des objectifs, finalement, est de réaliser une photographie du monde étudiant des Outre-mer. Je vous passe rapidement la bibliographie que vous pourrez consulter plus tard et qui a permis de monter cette présentation. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai tenu le temps. Beaucoup, hein, Monsieur Weiss, pour cette présentation.